Bonjour à tous. Alors je suis René Huchis de la société Digital Security. Voilà, on est basé essentiellement à Paris, mais on a aussi des antennes en Belgique, au Luxembourg, et puis on commence à ouvrir en province. On recrute, donc si vous êtes intéressé pour un stage ou un CDI dans la sécurité, n'hésitez pas à venir passer me voir à la fin. Je vous donnerai une petite carte pour poser vos CV, lettres de motivation. Et je vous présentais un sujet sur tout ce qui est blockchain et applications décentralisées. Parce que dans blockchain, on voit beaucoup les crypto-monnaies, effectivement, comme principal intérêt, mais il y en a plein d'autres. Et notamment, il y a quelque chose qui est une révolution qui est en train de naître, que sont les applications décentralisées, qui, à mon avis, vont exploser et vont peu à peu même supplanter le web, probablement dans quelques années. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a des problèmes à l'heure actuelle avec les applications web et le web tel qu'on le connaît. Pour moi, le web classique est carrément obsolète. Le web a été fait à la base pour être décentralisé, mais il l'est de moins en moins. Pourquoi il l'est de moins en moins? Parce qu'on utilise de plus en plus les mêmes services. Maintenant, vous utilisez tous, vous avez votre mail, vos contacts, votre agenda chez Google, par exemple. Vous avez vos réseaux sociaux chez Facebook, chez Twitter. En fait, le nombre de services que vous utilisez, il est de plus en plus restreint, avec ce qu'on appelle les GAFA. Du coup, ça rend aussi l'espionnage et la dépendance beaucoup plus facile, la dépendance aux services web, mais l'espionnage aussi, quelqu'un veut espionner votre donnée, y compris un État par exemple, beaucoup plus facile, le fait qu'il n'y ait que quelques services, quelques grands services comme ça, sur lesquels sont vos données personnelles. Ça rend aussi les attaques par déni de services distribués, les DDoS, beaucoup plus faciles, évidemment, si y a quelques services critiques. Donc récemment, Twitter, Facebook ou autres ont été atteints, notamment avec les botnets Mirai, par déni de service. Donc on a mis le DNS hors service, et du coup, tous les gens qui voulaient se connecter derrière à Facebook ou à Twitter, ils n'avaient plus d'accès. Donc le déni de service distribué, le fait que le web soit de plus en plus centralisé est de plus en plus facile à obtenir au final. Et si vous voulez par exemple partager une vidéo YouTube qui est assez populaire, aujourd'hui c'est impossible de la mettre sur un seul serveur. Il n'y a pas assez de bandes passantes et de ressources sur un seul serveur, donc vous êtes obligé d'avoir de multiples serveurs pour héberger ne serait-ce qu'une vidéo. Donc ça c'est problématique avec le web à l'heure actuelle. Quand vous changez d'hébergeur aussi, toutes les URL vont être cassées. Il va falloir mettre à jour les URL, les liens, parce que tous les liens vont être cassés. Donc c'est un autre problème aussi qu'on a avec le web. Bref, le web pour moi, le modèle est cassé, et il va falloir réinventer un petit peu le web. Et c'est pour ça que je vous parlais de web décentralisé, qui à mon avis, c'est l'avenir probablement du web. Et puis pour vous motiver à écouter un petit peu, je vous ai prévu un petit challenge spécial CQRT, dans lequel il y aura deux lots de 50 € à gagner à la fin. Si vous écoutez bien, donc vous serez en mesure de remporter peut-être un des deux lots, voire même les deux si vous êtes vraiment très bon. Voilà. Donc, en plus de ces problèmes de web, on a des problèmes de sécurité avec le web, parce que le web, c'est une série de couches. On peut attaquer les DNS, comme ça s'est vu sur les réseaux sociaux. Twitter, par exemple, avec Mirai, le DNS avait été attaqué, les attaques de DIN DNS notamment. On peut attaquer au niveau des certificats SSL TLS, on peut attaquer la sécurité du système, on peut attaquer la sécurité réseau, on peut attaquer la sécurité applicative, et souvent on a des problèmes de mots de passe faibles, de changement de mots de passe qui peuvent être capturés par des keyloggers, qui peuvent être sniffés sur le réseau. Donc il y a plein de couches qui peuvent être cassées au niveau de la sécurité. Et le web décentralisé va venir corriger tout ça, quasiment tout ça. Vous n'aurez plus tous ces problèmes de sécurité-là en plus, des autres avantages que je vous ai cités avant. Autre problème avec le web classique, c'est la répartition de charges. Quand vous avez un service qui est très populaire, évidemment, comme Google, Amazon, etc., vous devez avoir plein de serveurs pour supporter la charge et les connexions des utilisateurs, mais c'est quelque chose qui est complexe, qui coûte de l'argent, la répartition de charges, et qui dépend beaucoup des technologies web que vous utilisez. Une répartition de charges sur une base de données MySQL ne va pas se faire comme sur une base de données Oracle ou comme une base de données Postgre. Donc à chaque technologie, son système de répartition de charges, donc ça c'est complexe aussi. Mettre en place une architecture redondée, ça dépend beaucoup de la technologie.
Ça, le web décentralisé y apportera aussi une solution. Et puis faire de la protection contre les attaques DDoS, c'est complexe à l'heure actuelle. Il faut mettre des proxys, il faut mettre des coupures et des remontées d'alerte sur les fournisseurs d'accès pour couper le plus proche de la source l'attaque. Ça, c'est complexe. Et ben, le web décentralisé corrige aussi ce problème-là. Voilà. Donc, plein d'intérêts au web décentralisé. Et pour vous montrer que ça a plein d'intérêts et que c'est pratique, en fait, l'an dernier, j'ai monté une plateforme d'audit de mots de passe. Alors, vous avez peut-être eu déjà à le faire. Qu'est-ce qu'on appelle une plateforme d'audit de mots de passe? Grosso modo, vous récupérez lors d'un audit, un test d'intrusion, des hashes de mots de passe, et vous voulez voir si ces mots de passe-là sont forts ou faibles, simplement en essayant de craquer ces hashes par brute force, par attaque dictionnaire, par attaque hybride, ce que vous voulez. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, on pourrait mutualiser cet effort-là, parce qu'il y a des gens qui ont des ressources de calcul, il y a des gens qui ont des hashes, et pourquoi pas les mettre en relation, simplement, et inciter du coup les gens à tester un peu la sécurité des mots de passe en leur donnant des primes s'ils arrivent à casser ces fameux mots de passe. Donc j'ai monté une plateforme décentralisée d'audit de mots de passe, donc une Password Hashes Marketplace. Alors, le but, c'est évidemment d'évaluer la sécurité des hashes de mots de passe. Lors d'un test d'intrusion, ce qu'on fait quand on récupère des hashes de mots de passe, on les passe sur une machine qui va essayer de casser les mots de passe, mais une machine classique, voire même une machine qui a un GPU, pour essayer de casser les mots de passe. Mais généralement, lors d'un test d'intrusion, on n'a que quelques jours d'audit, donc on ne peut pas laisser tourner la machine qui casse des mots de passe pendant 3 mois, parce qu'il faut rendre le rapport d'audit dans la semaine en général. Donc, du coup, on n'a que 1 ou 2 jours de temps calcul pour essayer de casser les mots de passe. Pourquoi pas, en fait, faire appel à des ressources en ligne pour démultiplier cet effort-là et du coup aller beaucoup plus loin dans l'audit test d'intrusion et dans les tests de sécurité des mots de passe. Et ça, c'est possible en mettant en relation évidemment des gens qui ont de la puissance de calcul suffisante, qui ne savent pas forcément quoi en faire, et des gens qui cherchent de la puissance de calcul de manière décentralisée. Donc le principe, c'est qu'on a des gens qui soumettent des hashes sur la plateforme, et on a des gens qui vont essayer de gagner de l'argent en résolvant ces hashes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors de l'audit, on va soumettre les hashes de mots de passe avec une petite prime en Ether, ça va être basé sur le réseau Ethereum. Et du coup, dès que quelqu'un arrive à casser un mot de passe, il va récupérer la prime. Donc ça incite du coup les gens à donner de leur puissance de calcul et à casser un maximum de mots de passe. Et là, de cette manière-là, on a un système qui tourne tout seul, puisque c'est un système qui est incitatif, et il n'y a pas besoin d'administrateur réseau, il n'y a pas besoin de machine pour l'hébergement, puisque ça va être stocké de manière décentralisée. Personne ne possède la plateforme, personne ne peut l'empêcher de fonctionner, on est en décentralisé, donc ça a tous les avantages. Alors, il faut quand même, au niveau des technologies, avoir quelque chose de complètement décentralisé. Il faut que ça puisse éviter la triche, les gens qui essaieraient de gagner de l'argent de manière déloyale. Il faut que ça contourne la censure, éventuellement, dans les pays où il peut y avoir l'Internet censuré. Il faut que ça soit résistant au déni de service, à des coupures de réseau, de parties de réseau, des fournisseurs d'accès qui ne marcheraient plus à certains moments. Et donc, il va falloir tout décentraliser dans notre application. Alors aussi bien le back-end, donc la logique, métier de la plateforme d'audit, donc celle qui va récupérer les hashes, les stocker et vérifier les gens qui soumettent des textes en clair qui correspondent à ces hashes-là. Le front-end, qui va être composé d'HTML, de JavaScript, de feuilles de style, etc. Et même le nom de domaine, il va falloir le décentraliser pour ne pas dépendre des DNS qui pourraient tomber et rendre la plateforme indisponible. Donc là, j'ai fait... si vous voulez, l'effort d'essayer de décentraliser ces 3 couches de manière à avoir une application qui est 100% décentralisée et sans aucun point unique de défaillance. Donc j'ai choisi Ethereum, qui est une plateforme qui est quand même maintenant relativement mature et intéressante pour pas mal de raisons. Donc le back-end, c'est-à-dire la logique métier, j'ai utilisé un smart contract Ethereum, qui va gérer donc les soumissions de mots de passe et les soumissions de hash et mettre en relation les gens et puis verser les primes ou encaisser les primes. Au niveau du front-end, j'ai utilisé une solution décentralisée qui s'appelle Ethereum Swarm qui permet de faire de l'hébergement de fichiers décentralisés. Mais il y a aussi IPFS qui existe et on verra, c'est relativement intéressant. Et au niveau du nom de domaine, j'ai utilisé Ethereum Name Service, ENS, qui est une sorte de DNS, mais dont la résolution fonctionne par smart contract.
hein, et donc se fait de manière complètement décentralisée, et vous n'avez aucun point unique de défaillance aussi sur le réseau. Il y a des systèmes évidemment anti-triche dans le système que j'ai mis en place. Déjà, vous devez payer la prime pour casser votre mot de passe en avance, et cette prime-là est verrouillée dans un compte, séquestrée dans un compte, ce qui fait que vous ne pouvez pas ne pas être solvable, hein, c'est-à-dire promettre de verser une prime et ne pas la verser, typiquement quand votre hash va être cassé. Hein, vous versez la prime au moment de la soumission du hash, et le smart contract va verrouiller la prime, vous ne pourrez pas y toucher, tant que le mot de passe n'a pas été craqué. Hein. Donc impossible de dire que vous n'êtes pas solvable, autrement dit. Pour celui qui résout l'énigme, c'est impossible de faire du brute force sur le service parce que ça va lui coûter de l'argent de faire du brute force. Donc ça va l'obliger à calculer hors ligne, à trouver la réponse hors ligne et à soumettre juste la bonne réponse. Mais s'il fait des tentatives en ligne, ça va lui coûter extrêmement cher, donc ça n'a aucun intérêt, hein, de perdre de l'argent sur le système. Et enfin, la vérification que le mot de passe que vous soumettez est bon par rapport au hash que vous avez choisi de craquer se fait en ligne, et pas par un serveur, mais par tous les nœuds Ethereum en même temps. Donc c'est par des dizaines de milliers de nœuds que c'est vérifié, et donc c'est impossible, même en corrompant des centaines ou des milliers de nœuds, c'est impossible de se faire verser la prime si votre mot de passe n'est pas bon. Il faut qu'il y ait l'unanimité parmi les nœuds sur le mot de passe, donc c'est vérifié littéralement par des milliers de nœuds à la fois. Donc on a toutes les caractéristiques, hein, d'une application décentralisée, donc pas de déni de service possible, pas de coupure réseau, pas de triche, pas de piratage, logiquement. Voilà, basé sur Ethereum. Ethereum, vous avez à l'heure actuelle, hein, si on regarde, vous voyez 22 000 nœuds actuellement en ligne. Donc votre solution, elle est vérifiée par 22 000 nœuds. Donc même si vous corrompez des machines par des virus, par des rootkits, par des malwares, ce que vous voulez, pour essayer de leur faire dire que ce que vous soumettez, c'est la bonne réponse et pour toucher la prime, vous n'y arriverez pas, parce qu'il faudra avoir plus de 50% hein, de ces nœuds-là qui votent le même résultat pour influencer. Donc il faudrait que vous arriviez à corrompre plus de 11 000 machines, spécifiquement sur Ethereum, qui ont des versions différentes d'Ethereum, des OS différents, etc. Donc c'est extraordinairement compliqué d'arriver à pirater le système, voire même quasiment impossible. Voilà, on a un temps de validation des blocs de 15 secondes, donc quand vous soumettez un hash ou quand vous soumettez une solution, c'est quasiment immédiat, hein, vous avez 15 secondes de vérification, ou 30 secondes en médian. ENS, ENS c'est très simple, donc c'est une sorte de DNS, sauf que ça résout des noms en .eth, ça les résout soit vers des adresses Ethereum de wallet, soit vers des smart contracts, soit vers des contenus hébergés de manière décentralisée. Et le principe des contenus hébergés de manière décentralisée, hein, quand vous faites de l'hébergement sur Swarm ou IPFS, c'est qu'on n'a plus de concept d'URL. L'URL, en fait, c'est le hash du fichier. Comme ça, quand vous changez votre fichier d'endroit, hein, d'hébergeur ou d'hébergement, ben en fait, votre URL reste la même, puisqu'en fait, l'URL, c'est le hash du fichier. Donc, tant que votre fichier n'a pas changé, vous gardez la même URL et vous le référencez de la même façon. Donc c'est extrêmement souple pour migrer un fichier. L'URL n'est jamais cassée, autrement dit, hein, quand vous changez d'hébergeur. Donc c'est extrêmement sympa comme système. Voilà, pour le stockage, donc moi j'ai utilisé Swarm, mais on peut aussi utiliser IPFS. Swarm, c'est une couche applicative annexe, hein, du réseau Ethereum. Donc un protocole qui est résistant à pas mal d'attaques. Les URL sont en BZZ, voilà. Et le site de Swarm, c'est swarmgateways.net, et lui-même hébergé en Swarm. Hein, donc en fait, son vrai nom, c'est theswarm.eth, donc là, il utilise ENS, hein, pour la résolution, ici, parce que c'est un .eth, donc un smart contract va donner le hash, autrement dit, de la page d'accueil de Swarm. Et en fait, Swarm Gateway, c'est une gateway vers le réseau de Swarm, donc qui va résoudre automatiquement votre contenu en BZZ et chercher le contenu à partir de son hash. Vous pouvez héberger des sites complets ou des applications web complètes en Swarm, donc avec l'URL bzz
un seul slash et votre nom.eth. Voilà, je vous montre quelques exemples. Alors là, c'est sur IPFS, c'est le même principe que Swarm. Là, je suis connecté sur le réseau IPFS, vous voyez, je suis connecté à 8 nœuds différents. Mais évidemment, il y a des centaines de nœuds, hein, ça, ce sont juste mes voisins. Et je vais, par exemple, héberger du contenu en live. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, voilà. Je veux vous partager, par exemple, l'affiche de CQRT 2018. Une jolie affiche. Et puis, je vais vous partager aussi un extrait de notre revue de veille spéciale sécurité blockchain. Donc, j'ai deux fichiers à vous partager. Je ne veux pas les héberger en particulier sur un hébergeur. Je veux que l'URL reste fixe, hein, quel que soit le temps qui passe. Donc, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'URL sera toujours la même. Bah, j'utilise IPFS. Voilà, IPFS add, -R pour ajouter récursivement un répertoire. Et mon répertoire s'appelle CQRT 2018-share. Vous voyez, donc il m'a ajouté mes contenus sur IPFS. Et vous voyez, à chaque fois, chaque fichier et chaque répertoire a un hash. Et ensuite, en collant ce hash ici sur une gateway, donc par exemple, voilà ici, là, la gateway, j'ai pris ipfs.infura.io /ipfs/mohash. Vous voyez, il m'a automatiquement créé un directory listing avec mes deux fichiers. Et là, en fait, bien que je sois en local, hein, sur un réseau qui est a priori firewallé ou autre, ce système-là permettra de mettre à disposition des fichiers sans être root, sans dépendre d'un système serveur tiers, et surtout à travers un firewall. C'est-à-dire que là, vous êtes capable, même si mon ordinateur il est firewallé, même si sur un réseau non NAT, vous allez être capable d'aller chercher le fichier, de n'importe où. Voilà. Donc, je vous invite à regarder. De la même façon, bah, vous pouvez évidemment héberger des images, ça va sans dire, mais vous pouvez même faire du streaming sur IPFS. C'est-à-dire vous pouvez partager un DivX avec vos amis, directement sur IPFS. Vous avez juste à donner l'URL à vos amis, et puis quand ils cliquent sur le lien, ça va streamer sur IPFS. Et ce qui est beau, c'est que là, j'ai installé aucune extension dans mon navigateur. J'ai du MP4, le MP4 est lu nativement par tous les navigateurs. Donc en fait, je n'ai absolument rien installé sur le poste pour pouvoir lire mon film. J'ai juste une URL et un navigateur récent. Et j'ai aucun problème, voilà, pour lire mon contenu et pour y accéder de n'importe où. Je peux le répliquer sur autant de nœuds que je veux, très facilement. On est sur un réseau qui est décentralisé. Voilà. Donc ça pose aucun problème, hein, et c'est extrêmement souple. Au niveau des smart contracts, donc c'est le cœur de l'application, le smart contract. C'est un programme, un smart contract. Donc une fois que je l'ai déployé, en fait, personne ne peut modifier le code, hein, y compris moi. Moi qui ai déployé le smart contract de place de marché décentralisée, je ne peux pas modifier le code, donc je ne peux pas changer les règles du jeu demain, hein, autrement dit, ou je ne peux pas récupérer l'argent des gens qui ont mis des primes dans le smart contract. Je ne peux pas tricher, autrement dit. Personne ne peut tricher, le code il est immuable, hein, une fois qu'il a été déployé, il est autogéré, hein, il se gère tout seul, et le code va tourner sur tous les nœuds du réseau en même temps, donc impossible d'aller verrouiller une machine pour modifier son comportement. Et l'ensemble de ce qu'on appelle le smart contract plus l'interface web, ça s'appelle une DApp, hein, comme Decentralized App, sur Ethereum. Et les smart contracts sur Ethereum se programment dans un langage qui s'appelle Solidity, qui est une variante de JavaScript, donc c'est relativement simple à programmer. Par contre, évidemment, il faut faire attention aux failles de sécurité, puisque une fois que vous avez déployé votre code, comme vous ne pouvez pas le modifier, s'il y a une faille de sécurité, bah, la faille, elle reste. Évidemment, c'est une contrepartie. Voilà, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais grosso modo, le code qui s'appelle, le langage de programmation s'appelle Solidity, c'est compilé dans un langage à bytecode, un petit peu comme Java, et exécuté ensuite sur les machines virtuelles Ethereum de tous les nœuds en même temps. Et vous pouvez comme ça créer des applications pour faire du vote électronique décentralisé, pour faire de la levée de fonds décentralisée, hein, créer un Kickstarter sur Ethereum, ça se fait en 10 ou 20 lignes de code, donc c'est extrêmement simple. Et surtout, ben, c'est pas piratable, hein, c'est pas arrêtable, hein, par un quelconque gouvernement. Vous pouvez
faire des smart contracts pour faire des enchères cachées. Vous pouvez faire des smart contracts pour faire des wallets multisignatures, donc qui nécessitent l'accord de plusieurs personnes pour débloquer des fonds, par exemple dans une entreprise, hein, pour détenir le capital, typiquement. Donc c'est relativement intéressant. Voilà à quoi ressemble un smart contract, typiquement. Donc ça, c'est un smart contract de séquestre de fonds. Si vous voulez garder vos fonds, ne pas les dépenser, hein, si vous avez envie de dépenser votre argent, vous le mettez dans un smart contract, et il sera libéré que, par exemple, le 30 juillet 2020. Ça vous empêche de toucher à votre argent. Hein. Et le smart contract, comme vous-même, comme le créateur du smart contract, personne ne peut accéder aux fonds. Hein. Donc c'est un programme qui va verrouiller vos fonds jusqu'à cette date-là. Et absolument personne n'a la main sur les fonds. Par contre, ils sont gardés, évidemment, de manière extrêmement sûre. Voilà, il y a donc des frameworks hein, pour développer, hein, comme Truffle pour développer des smart contracts, c'est assez intéressant. Voilà. Mais la partie la plus intéressante, c'est évidemment comment on utilise le web décentralisé. Donc, il vous faut un nœud ou une passerelle. Si vous n'êtes pas nœud vous-même, il vous faut une passerelle hein, pour accéder à ce web décentralisé. Donc, pour IPFS, donc soit vous installez IPFS en local, ce que j'ai fait là, soit vous utilisez une passerelle IPFS. Donc là, il y a ipfs.infora.io, hein, par exemple, puis vous mettez /IPFS, /le hash de votre contenu. Voilà. Pour Swarm, c'est à peu près le même principe, hein, sauf que ça sera en BZZ, ici, avec une gateway. Et puis soit vous avez un nom, soit vous avez un hash. C'est le même système. Et puis pour utiliser Ethereum, pareil. Hein. Soit vous avez un nœud, soit vous passez par une passerelle publique. Infora en propose une. Pour utiliser une DApp, une Decentralized App, bah vous allez faire des transactions avec le smart contract. Hein. Vous allez envoyer des données et en recevoir de ce smart contract. Donc il va falloir posséder un compte Ethereum, bien évidemment, puisque une transaction, c'est payant. Quand vous voulez envoyer des fonds hein, ou envoyer des informations, comme vous allez faire calculer tous les nœuds du réseau en même temps, bien évidemment, il faut payer un petit peu. Alors ça coûte très peu cher, c'est en général moins d'$1 hein, par transaction. Donc il faut quand même posséder un wallet avec un petit peu de fonds, hein, 0,05 ETH, ça suffit pour commencer à jouer. Après, il faut un navigateur compatible avec les applications décentralisées. Donc, si vous avez un PC de bureau, le plus simple, c'est d'utiliser une extension qui s'appelle ENS Gateway, une extension Chrome, et une extension qui s'appelle MetaMask. Vous installez les deux dans votre navigateur Chrome, et vous avez, comme ça, un environnement complet pour accéder au web décentralisé. Sinon, vous avez des navigateurs spécifiques comme Ethereum, Mist ou Parity. Et sur mobile, vous avez des browsers hein, comme Cipher, Status ou Trust pour accéder aux DApp, donc pour browser hein, des applications sur Ethereum. Ensuite, si vous cherchez des DApp, donc quel genre d'application vous pouvez accéder, bah, vous avez un site qui s'appelle State of the DApps, où vous avez environ 1200 applications décentralisées déjà recensées. Il y en a beaucoup, c'est des loteries, du casino, des choses comme ça, mais après vous avez d'autres applications hein, pour faire du vote, comme je vous ai dit, pour faire de la preuve d'antériorité, pour faire de la signature électronique, voilà, vous avez énormément de DApps différentes. 1200 projets listés environ à l'heure actuelle. Alors, petite démonstration, on va finir par plusieurs démonstrations. Voilà, l'extension ENS Gateway, dans votre navigateur Chrome, vous permet de résoudre des noms en .eth. Imaginons que vous voulez m'envoyer de l'argent. Donc vous prenez mon pseudo, qui est aussi mon pseudo Twitter, vous voyez, vous le tapez, ça essaie de vous résoudre nono2357.eth en site web, donc là il n'y a pas de site web enregistré sous cette extension-là. Par contre, vous voyez, vous avez un propriétaire de l'extension, donc ça c'est mon compte Ethereum, et une adresse vers laquelle pointe cet enregistrement. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de mon adresse, hein. Vous pouvez directement envoyer de l'argent à nono357.eth, et ça va regarder vers quelle adresse pointe ce nom, et ce nom est résolu de manière décentralisée par un smart contract. Donc même si vous n'avez pas accès à une machine, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle autre machine du réseau. Il suffit que vous êtes connecté au réseau sur au moins un point, et vous allez pouvoir résoudre. Maintenant, ma passerelle pour craquer des mots de passe, hein, mon marketplace, il est sur passwords.eth, c'est facile à retenir. Et vous voyez, là, ça pointe vers un site web cette fois-ci, cette adresse-là. Avec l'extension, j'ai juste à cliquer sur Visit Website, vous voyez, et je tombe sur, vous voyez, un site web hein, très simple, hein, qui vous explique comment soumettre un hash ou résoudre un hash
pour gagner des primes. Voilà. À l'heure actuelle, l'interface web n'est pas du tout évoluée. Il n'y a pas un formulaire web simple, etc. Bon, ça, je vais le développer petit à petit, mais je vais vous montrer déjà comment interagir avec et puis comment gagner des prix de 50 € que j'ai mis en ligne. Mais là, vous voyez, tout ça, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript, et c'est hébergé de manière décentralisée, c'est-à-dire que ça, c'est incensurable. On ne peut pas le bloquer, c'est pas hébergé sur un serveur. Hein. Là, on est hébergé sur plusieurs milliers de nœuds à la fois. Donc ce contenu-là n'est pas prêt d'être supprimé, autrement dit. Voilà. Donc là, on vous donne sur cette page-là l'adresse du smart contract pour interagir avec l'application et les fonctions qu'on peut appeler dans ce smart contract-là. Donc après, vous prenez un navigateur de DApps, comme Parity, hein, vous rajoutez le smart contract dans l'onglet Contracts de Parity. Vous voyez ? Ici, l'onglet Contracts, j'ai rajouté l'adresse du smart contract, je l'ai appelé password market. Si je clique dessus, je vois un certain nombre de paramètres qui sont publics sur le smart contract. Voilà. Mais surtout, je vois l'historique du smart contract. Donc, vous voyez, je vois qu'environ il y a 8 mois, quelqu'un a soumis un hash. C'est du SHA-256, et je vois le hash ici s'afficher. Voilà, c'était un challenge que j'avais lancé. Deuxième hash soumis, hash submitted. Voilà, l'auteur, on le voit, il est marqué là. Hein. Et ça, c'est le montant de la prime en Y, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est les Ethers multipliés par 10 puissance 18, hein, montant unitaire. Un troisième hash, un quatrième hash, et puis ce que vous voyez après, c'est qu'il y a une personne, voilà, qui a utilisé le smart contract, ici, donc c'est son adresse ici, mais cette fois-ci pour résoudre un hash, hash resolved, hein, au lieu de hash submitted. Et là, vous voyez, donc ça, il donne son adresse, l'auteur, le hash qu'il a souhaité résoudre, et vous voyez, il a trouvé que la chaîne, c'était Toto, hein, c'était le hash du mot de passe Toto, et du coup, il a gagné la prime, ici. Et puis une deuxième personne, une autre, vous voyez, c'est pas la même adresse, qui a aussi résolu un hash dans les 4 hashes que j'avais soumis, et qui a trouvé que ce hash-là correspondait, en SHA-256, à Alea Jacta Est. Donc ça, c'était un peu plus compliqué à trouver, mais il a gagné la prime. Donc là, si vous voulez, il y a 4 personnes qui ont soumis des hashes, il y en a 2 hashes qui ont été résolus, déjà il en reste 2. Hein, donc vous avez déjà 2 hashes qui restent à résoudre, mais je vais en plus vous montrer, je vais en soumettre 2 là en live pour vous montrer comment interagir avec le smart contract, et puis ça sera à vous de jouer. Donc il y aura 50 € à gagner, x 2, hein, de lot. Donc là j'ai 2 hashes, j'en ai un ici, un SHA-256. Vous voyez, j'ai mis 0,07 Ether à gagner, hein, ça fait un peu James Bond comme ça. Donc je prends le premier hash, je le copie, ici. Ensuite, j'exécute le smart contract. Je choisis la fonction à exécuter. Donc là, c'est soumettre un hash, submit hash. Et je colle mon hash. Et ensuite, je donne une prime pour celui qui arrivera à résoudre ce hash. Donc là, j'ai mis 0,07 Ether pour celui qui arrive à soumettre la solution à ce hash. Voilà. Je soumets la transaction, il me demande mon mot de passe pour déverrouiller mon compte, pour libérer les fonds. Alors, j'ai un petit souci, l'effet démo. Soumettre un hash. J'ai pas le...
Bon, je dois avoir un paramètre qui va pas, je vais le poster juste après, quand j'aurai les deux mains libres, ça sera plus facile. Donc d'ici quelques minutes, vous aurez deux nouveaux hashes qui sont là, qui seront soumis sur ce smart contract avec pour chacun des hashes 0,07 Ether à gagner. Voilà. Et donc il vous suffit de rajouter l'adresse du smart contract que vous trouvez sur passwords.eth, interagir avec, appeler la fonction hash resolved avec le bon mot de passe. Donc vous pouvez craquer hors ligne, utiliser n'importe quel outil de cracking de hash hors ligne de votre choix, John ou autre, et trouver donc l'équivalent de ces hashes SHA-256 en plein texte pour toucher la prime. Voilà. Et ça fonctionne tout seul, je veux dire, il n'y a pas besoin de maintenance, il n'y a pas besoin de serveur, tout est géré de manière complètement décentralisée. Donc voilà. Je vous ai montré déjà comment déployer un fichier sur IPFS, donc j'ai déployé sur IPFS la fiche de CQRT. Je vous ai montré, et puis un article sur la sécurité de la blockchain que vous pouvez récupérer par la même. Et utiliser donc la Password Marketplace. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est limité au hash SHA-256 pour des raisons techniques, parce qu'il y a peu de fonctions de hachage dans les smart contracts Ethereum à l'heure actuelle. Donc, c'est limité qu'à du SHA-256, c'est une petite limitation. Une solution pour contourner ça serait d'utiliser un oracle, c'est-à-dire un programme qui relie la blockchain au monde extérieur, parce qu'une blockchain fonctionne en circuit fermé, pour des raisons de sécurité. Et il serait possible avec un oracle, en fait, d'aller soumettre le hash à un service en ligne pour faire la vérification. Mais à ce moment-là, on n'est plus complètement de manière décentralisée, bien qu'il existe des oracles, des prototypes d'oracles qui fonctionnent de manière décentralisée. Mais pour des raisons de simplicité, voilà, j'ai uniquement utilisé du SHA-256 parce qu'il y a une fonction peu coûteuse en gaz sur Ethereum qui fait du SHA-256. Le code est un petit peu dégoûtant, donc je ne l'ai pas encore publié, mais je le publierai. C'est quelque chose qui est, comme il n'y a pas encore d'interface web, je publierai en même temps l'interface web et le smart contract quand ça sera propre. Mais en attendant, voilà, vous pouvez l'utiliser, le partager et mettre vos hashes de mots de passe si vous souhaitez un peu les tester en termes de force et savoir combien de temps ils vont résister. Voilà, d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Une présentation que j'avais faite l'an dernier sur la sécurité de la blockchain, je vous ai mis là, tinyurl.com/blockchain-security. Un article et une interview que j'ai fait sur cette fameuse plateforme de mots de passe en français sur Next Impact, qui est un très bon blog informatique. Et puis, à venir demain ou après-demain, le nouveau numéro de MISC, qui est spécial blockchain et spécial sécurité blockchain, dans lequel j'ai écrit un article sur la sécurité des wallets légers. Mais il y a un dossier complet, sinon, sur la sécurité de la blockchain, et c'est complètement en phase avec le thème d'aujourd'hui, donc ça tombe plutôt bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si vous souhaitez m'envoyer des petites contributions, c'est sur nono357.eth. Sinon, vous avez le QR code ou l'adresse, mais c'est un peu plus long à saisir. Voilà. Je vais prendre une ou deux questions. C'est une question à propos d'Ethereum Swarm. Donc, Ethereum Swarm est fait en smart contracts avec Solidity. Non, Swarm, c'est pour faire du stockage de fichiers. Et c'est une couche applicative au-dessus d'Ethereum, mais qui n'est pas basée sur des smart contracts. Il n'y a pas de logique applicative pour stocker du fichier. Ce qui utilise des smart contracts, ce sont ENS, qui est le système de résolution de nom d'Ethereum, parce que ça c'est dynamique, donc il faut du code. Et sinon la logique applicative de n'importe quel DApps. Mais en tout cas, la couche de stockage, qu'on peut prendre soit IPFS, soit Swarm pour le moment, c'est sans smart contract. Donc il faut lancer un node à part en plus. Alors soit avoir le nœud sur sa machine, soit utiliser un nœud public. J'ai marqué toutes les URL des nœuds publics, donc vous vous connectez à un nœud public et vous pouvez ensuite faire une requête pour héberger un fichier ou récupérer un fichier de ce réseau décentralisé. Et ça fera une résolution et ça trouvera directement quel est le bon serveur qui a le contenu. C'est basé sur des protocoles proches de BitTorrent, donc des requêtes DHT, pour à partir d'un hash trouver quel est le host qui a le hash, y compris donc si cette machine-là est derrière un firewall ou n'est pas natée, il ira quand même chercher le contenu. C'est ça qui est assez appréciable. Merci. Voilà, bon, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, je parle beaucoup de sécurité et de blockchain, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, @nono2357.
Oui, bonjour. Si je sais qu'une société d'audit fait l'audit d'une entreprise à une date donnée, parce que j'ai vu qu'il y avait, enfin, j'ai l'impression que vous conserviez la date des soumissions des mots de passe, de hash de mots de passe, et que je sais que la société d'audit a soumis une série de hash de mots de passe à une certaine date donnée. Eh bien, comme les mots de passe peuvent être validés, donc on voit le texte apparaître en clair. Oui. Par déduction, je pourrais savoir, enfin je pourrais connaître les mots de passe d'une certaine société. Alors oui, mais ça c'est une mauvaise utilisation parce que vous n'avez pas le droit de soumettre les mots de passe de votre client sans son accord, hein, typiquement. Donc ça je l'ai marqué sur le site, il faut utiliser ce service de manière responsable et de manière légale. À savoir que vous n'avez le droit de soumettre les mots de passe que si vous avez l'accord préalable. Hein. Je n'encourage évidemment pas le piratage. Il faut avoir le droit de collecter ces haches-là et de les auditer. Voilà. Évidemment, une société de sécurité, a priori, elle n'a absolument pas à donner des informations de ses clients et encore moins les poster sur le public, hein, sur des sites publics ou des blockchains publics, du coup. Oui, parce que je me disais que l'idée était de partager le calcul justement de mots de passe. Donc en fait, ça ne peut pas servir à aider entre guillemets le travail de... Si la question c'est est-ce que c'est un service commercial, ça n'est pas un service commercial, c'est une preuve de concept et c'est pour des besoins uniquement personnels. Donc c'est pour vos propres mots de passe, hein, mais pas pour les mots de passe des autres, en quelque sorte. Ok, merci. Alors moi j'ai juste une petite question sur la sécurité des blockchains, mais c'est plus un concept sur la question. Le jour où on détecte des collisions dans SHA-256, qu'adviendra des blockchains du coup? Déjà, SHA-256, c'est pas l'unique maillon de sécurité. Hein. Et puis vous avez plusieurs niveaux de collision. Vous avez la possibilité de créer des collisions de toutes pièces, ou vous avez la possibilité à partir d'un hash de créer un contenu qui a ce hash-là. Et ça, c'est bien plus compliqué déjà. C'est un deuxième niveau de collision. Parce que créer des collisions facilement sur MD5 et sur SHA-1, on sait le faire. Par contre, à partir d'un SHA-1, essayer de fabriquer un fichier qui a un SHA-1 donné, c'est déjà plus compliqué. Sur SHA-256, c'est pareil. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, la sécurité ne dépend pas uniquement de ça. Vous avez des signatures ECDSA pour signer les transactions. Et il va falloir aller un peu au-delà de la simple collision pour arriver à signer à la place de quelqu'un. D'autre part, ça suffira pas à miner non plus des blocs Ethereum, puisqu'il faudra trouver des collisions en moins de 15 secondes. Sinon, votre hash est déjà obsolète et donc ne peut pas être posté. Et d'autre part, d'un point de vue purement complexité, on n'est pas prêt de trouver des collisions sur SHA-256. Voilà, je prends le pari, si vous voulez, on le met dans un smart contract et ça débloquera les fonds dans 10 ans si vous trouvez une collision et que vous soumettez une collision valide sur le smart contract. Voilà, comme ça, je ne serai pas arbitre, ce sera le smart contract qui vous donnera l'argent si j'ai perdu mon pari. Ok, ça me va. Par rapport au smart contract, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'on se fasse arnaquer avec un faux smart contract ou une erreur de codage qui fait que les fonds aient une faille en fait, qui restent bloqués ou alors qu'ils se débloquent alors qu'ils sont pas censés se débloquer? Si, évidemment, ça arrive. Le très fort avantage des smart contracts, c'est qu'effectivement, il est immuable. Donc même le créateur du smart contract ne peut pas changer les règles du jeu après l'avoir publié. Ça, c'est une très grande force parce que du coup, on n'a plus, entre guillemets, à faire confiance à l'honnêteté de l'auteur. Une fois que le smart contract est publié, tout le monde peut le lire et tout le monde peut voir s'il est honnête ou pas. Si vous n'avez pas le code, c'est un peu plus complexe. Mais il existe des sites soit pour reverser le smart contract, le bytecode et retrouver la logique du programme, soit des sites comme Etherscan où l'auteur du smart contract peut poster le code source et l'attacher au code binaire pour prouver qu'il est de bonne foi et pour être complètement transparent et montrer ce que fait son smart contract pour que les gens aient confiance pour l'utiliser. Mais effectivement, une fois que vous avez un bug ou une faille de sécurité, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, dans la plupart des cas, reposter une version à un autre endroit et refaire pointer l'ENS, par exemple, vers le bon smart contract
Mais on ne pourra pas patcher un smart contract, sauf s'il a été explicitement prévu pour, c'est-à-dire on fait une interface vide et on fait pointer chacune des fonctions ensuite vers du code qui est à un autre endroit sur la blockchain. Et à ce moment-là, on peut aussi rediriger l'interface du smart contract vers du code qui est mouvant. Mais évidemment, après, les gens, il faut qu'ils aient confiance dans ce système-là, puisque à ce moment-là, l'auteur pourrait très bien, à un moment ou un autre, sans prévenir, détourner ces fonctions-là pour qu'elles ne fassent plus du tout ce que prévoyait de faire le smart contract. Donc le mieux, c'est de rester sur une version immuable du smart contract et de faire pointer par un ENS vers le bon smart contract et de poster son code sur Etherscan, par exemple, pour que tout le monde puisse le voir et tout le monde ait confiance dans la transparence et dans l'honnêteté du smart contract et de l'auteur. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a un problème sur un smart contract et qu'ensuite il est patché, on peut perdre de l'argent sur un smart contract. Il ne sera pas patché. Mais oui, s'il y a une faille de sécurité, vous pouvez perdre de l'argent. Le cas le plus notable a eu lieu il y a 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. C'était The DAO, donc c'est un contrat de crowdfunding qui devait financer plusieurs startups, une levée de fonds sur la blockchain, une des premières très grosses. Et The DAO, il y avait une faille de sécurité dans l'appel récursif du smart contract, parce qu'il commençait par débiter l'argent, par vous verser l'argent avant de le débiter de votre balance, entre guillemets, et si vous appuyez de manière récursive, en fait, ça faisait que des retraits sans vous débiter le montant de vos avoirs, et donc vous pouviez vider le smart contract comme ça. Il y a 150 millions d'euros qui avaient été volés à l'époque, et c'est pour ça que du coup Ethereum a forqué en Ethereum normal et Ethereum classique. Ethereum classique ont décidé de dire tant pis, les 150 millions ils sont perdus, et Ethereum normal a dit bon, on a fait une grosse bêtise, on roll back, mais en forquant la blockchain, on ne peut toujours pas modifier le smart contract, mais on peut dire à la blockchain d'ignorer ce smart contract et d'ignorer toutes les transactions qui ont lieu vers ce smart contract-là, comme ça les gens n'ont pas dépensé cet argent, entre guillemets, et donc ils ne l'ont pas perdu, du coup. Mais c'est ce qui a causé le fork Ethereum classique. Donc c'est une vraie question, l'immuabilité du code et la responsabilité, effectivement, et la gouvernance de ces blockchains en termes de sécurité. Je crois que ça fait une belle conclusion, voilà, donc je vais laisser la main. Merci à vous.